sommes le 28 mars 2023. Il est 18h12. Nous sommes sur la nationale 104. Gift intégral acheté, votre sérum 15 ml offert, dans la limite des stocks disponibles. En pharmacie, parapharmacie et sur l'Irak. France Info. 17h, 20h. Nicolas Teillard. Et les toutes dernières infos de ce début de soirée, c'est sur votre fil info, Édouard Marguet. La CGT revendique plus de 2 millions de manifestants contre la réforme des retraites. Le gouvernement en a compté 740 000 dans tout le pays. C'est dans tous les cas, c'est moins que jeudi dernier. En cette 10e journée de mobilisation, l'exécutif refuse la demande de médiation portée par le leader de la CFDT. Cette fin de non-recevoir est insupportable, répond Laurent Berger. Au sujet du maintien de l'ordre, la défenseur des droits dit avoir été saisie à 65 reprises depuis le début de la mobilisation contre cette réforme. Des personnes qui se disent victimes ou témoins de violence, précise Claire Hédon, qui promet un rapport sur la question. C'est l'un des mouvements qui a participé à l'organisation de la manifestation contre les bassines dans les Deux-Sèvres ce week-end. Elle est visée par le ministre de l'Intérieur. Devant l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait demander la dissolution du groupe Les Soulèvements de la Terre. Le ministre de l'Intérieur considère que c'est un groupe factieux qui appelle à la violence. Étienne Monin, rappelez-nous d'abord ce que c'est le mouvement des Soulèvements de la Terre. Dans 3 km, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie N104 en direction de A6 à 10. Eh bien, pour ceux qui en font partie, c'est un mouvement créé en janvier 2021 sous la forme d'un appel qu'a réuni des associations, des syndicats, des paysans et des personnalités autour d'un agenda d'action. Le mouvement a été fondé sur l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes par d'anciens zadistes qui se sont appuyés sur leur expérience pour soutenir d'autres combats locaux. En gros, aider maintenant ceux qui les avaient aidés pendant leur lutte. Ils se sont concentrés sur l'accès à la terre et sur la défense du foncier. Ils ont apporté une aide logistique importante et idéologique au mouvement contre les bassines. Ils ont donné une autre dimension à cette mobilisation qui est devenue nationale, voire internationale grâce à cet appui. Et que leur reproche le ministre de l'Intérieur? Pour le ministère de l'Intérieur, les soulèvements de la terre sont un vecteur de violence. Dans une note de 3 pages, le groupement est accusé de normaliser les recours au sabotage, de favoriser le processus de radicalisation d'une partie de la mouvance écolo. Le ministère de l'Intérieur a recensé une vingtaine d'appels à des actions de destruction ou d'agression physique, parmi lesquels le spectaculaire sabotage du site de l'usine Lafarge en décembre dernier. À l'époque, le renseignement territorial avait déjà parlé d'un vecteur de radicalité des luttes écologistes. Et quelle est la réaction des militants? Ce qu'ils disent, c'est que les soulèvements ne sont pas organisés en association qu'on peut dissoudre, mais en mouvement, que sans les actions de démontage, il n'y aurait pas de visite. Dans 600 mètres, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie N104 en direction de A6 à 10. Aujourd'hui pour les opposants aux bassines. Basile fait partie des soulèvements de la terre. Il estime que tout cela, c'est une opération de diversion du ministre de l'Intérieur. On invente des minorités fantasmagoriques, des groupes. Utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie N104. Opuscules imaginaires pour les rendre responsables à elles seules de la colère qui s'exprime. Continuez pendant 8 km. Au moment de sécheresse incroyable, dans un moment où l'urgence vitale, où les conditions d'habitabilité sur Terre sont mises en cause plus que jamais, il n'est pas étonnant que partout, des gens, des collectifs, des personnes se dressent pour agir contre le réchauffement climatique. Et les opposants aux bassines appellent à des rassemblements après-demain, jeudi, devant les préfectures pour dénoncer les violences policières. Étienne Monin pour ces précisions, le spécialiste environnement de France Info. Venons-en à présent à cette 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et à cette médiation demandée par l'intersyndicale pour rediscuter du départ à 64 ans. Ça n'est pas une option pour le gouvernement. Proposition aussitôt balayée. On n'a pas besoin de médiateur pour se parler, dit même Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, donnant le sentiment qu'une nouvelle porte se ferme, incompréhensible
pour les élus de gauche présents aujourd'hui dans la manifestation parisienne. Benjamin Fontaine. Pas de jolies photos de députés défilant côte à côte cette fois-ci, mais les élus, insoumis, socialistes et écologistes sont toujours unis. Unis quand il s'agit de pointer du doigt ce qu'ils appellent l'irresponsabilité du gouvernement. Face à cet appel des syndicats, Benjamin Lucas est député PS. Le mépris du gouvernement pour cette proposition est révélateur finalement de ce qu'il est depuis le début sur cette réforme et sur les autres, dans la provocation, l'humiliation permanente, notamment des partenaires sociaux. Je pense que c'est pas correct. Pas correct et même dangereux pour la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Cyrielle Châtelain. Ce nouveau refus risque selon elle d'attiser un peu plus la colère. Plus que jamais, les gens sont opposés non seulement à la réforme, mais à la méthode d'Emmanuel Macron, qui est une méthode descendante, qui est une méthode verticale, qui est une méthode où il n'écoute personne. Donc aujourd'hui, la seule manière de ramener le calme est soit de retirer la réforme, soit à minima de faire un geste et de le mettre en pause et d'accepter la médiation proposée par les syndicats. Plus qu'une pause, comme le réclame Laurent Berger de la CFDT, Jean-Luc Mélenchon défend toujours un retrait de la réforme et l'insoumis voit même un peu plus loin. La lutte continue et doit continuer jusqu'au retrait et, puisque les deux vont ensemble, le retrait et le départ de Madame Borne. Et pour ça, il appelle à continuer les blocages, les manifestations, accusées par Emmanuel Macron de vouloir saper les institutions. Il assume. Il n'a pas tort, mais nous n'y avons jamais cru, donc c'est pas une nouveauté. C'est marqué dans notre programme. Nous sommes partisans du passage à une 6e République. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que, n'étant pas partisan de la 5e République, il me semble que je la respecte davantage que le président de la République lui-même. Plus que jamais dans ce conflit, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne cristallisent la colère et donnent aux élus l'impression d'être enfermés dans une tour d'ivoire. Ça n'empêche pas les syndicats de maintenir cette demande de médiation. Un courrier doit partir dans les prochains jours. Un reportage de Benjamin Fontaine, dialogue au point mort toujours ce soir. Comment expliquer les tensions de plus en plus fortes ressenties dans les cortèges et dans la population ces derniers jours? Dans 3 km, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie N104 en direction de A6, A13. C'est la question que l'on a posée tout à l'heure au sociologue Michel Vievorka, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Les problèmes qui génèrent des tensions sont immenses. Il y a ce thème de l'âge légal. Enfin, tout le monde voit bien que notre société dans son ensemble va mal, que nos institutions républicaines sont en crise, que l'école, l'éducation, ça se passe pas si bien que ça, le système de santé, difficultés, les grandes entreprises publiques, ça n'est pas toujours brillant, EDF, enfin, il y a plein de problèmes, plus l'inflation, plus une énorme fatigue d'une société qui a été confinée, qui a vécu la crise sanitaire, tout ça se cristallise et l'attitude du pouvoir non seulement exacerbe les choses, mais a un effet inattendu, je pense. Elle jette dans la rue la jeunesse. Et donc, le paradoxe de ce blocage, c'est qu'il met en branle, en même temps que la mobilisation semble retomber un petit peu, si on compte les manifestants, ou les grévistes, mais en même temps, une sorte de mai 68 à l'envers. Mai 68, ça avait commencé avec la jeunesse étudiante, ça avait continué avec le monde du travail. Là, le monde du travail commence, et ensuite, on voit la jeunesse, en raison du 49.3, tous les témoignages l'indiquent, de ce côté autoritaire du pouvoir, comme en 68, vous savez, en 68, le mouvement étudiant apparaît face à l'archaïsme du pouvoir et des représentants des institutions. Là, c'est pas l'archaïsme, c'est l'autoritarisme. C'est pas très loin. Vous revenez plus de 50 ans en arrière, ça donne l'occasion d'avoir votre réaction à des formules qu'on entend. J'ai peur d'aller en manif, fais attention à toi. C'est ce qu'on peut entendre autour de manifestants aujourd'hui. Dans 600 mètres, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie N104 en direction de A6, A13. Aujourd'hui, est-ce que ça vous surprend parce qu'on ne l'entendait pas il y a quelques années, ou est-ce que vous dites, par rapport à des mobilisations politiques des années 60, 70, cette violence, elle a toujours existé? Utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie N104. Alors, il n'y a pas eu de violence vraiment en mai 68. Mais ensuite, pendant 10 ans... Continuez pendant 8 km. La société a été en effervescence, il y a eu beaucoup de violence. Donc, il faut déjà distinguer le moment de l'action, proprement dit, et la retombée, en quelque sorte. Alors, deuxièmement, il y a les images
les réseaux sociaux, la télé, les médias, les images qui donnent l'idée que c'est très dangereux d'aller dans les manifs. En 68, vous savez, les gens qui habitaient en province avaient le sentiment que Paris était à feu et à sang. Faut pas exagérer. Et donc, si vous voulez... Et les poubelles ne brûlent pas tous les jours à Paris depuis 2 semaines. Mais non, bien sûr que non. Moi, je suis parisien, je peux circuler sans inquiétude. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand c'est neuf d'aller à une manifestation pour un jeune, les parents, les proches peuvent s'inquiéter. Mais je crois qu'il y a un autre phénomène beaucoup plus important. C'est que quand les jeunes vont aux manifestations, ça intéresse les parents. Les parents essaient de comprendre et d'avoir un jugement favorable. Et donc, je pense que en se raidissant comme il le fait, le pouvoir se fabrique de nouvelles oppositions dans l'opinion et quand même, il va se retrouver maintenant avec la jeunesse. Il faut ne pas sous-estimer le fait que dimanche dernier, on a eu une manifestation qui s'est très mal passée, qui était très violente à propos des méga-bassines. On est dans un contexte où on aimerait un pouvoir capable de discuter, de négocier, de s'ouvrir. Et sinon, on le paye non seulement en interne, mais on vient de le voir avec l'absence du roi d'Angleterre, on le paye en géopolitique, en image générale de notre pays. Le sociologue Michel Vievorka, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. France Info, 17h, 20h, Nicolas Teillard. Faut-il réintégrer les athlètes russes et biélorusses pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Question brûlante à l'agenda du Comité international olympique. On l'évoque dans les prochaines minutes. Et puis Jean-Marc Four nous emmènera en Ukraine. Il sera question de religion sur fond d'invasion russe. Le fil info, d'abord l'essentiel à 19h20 avec vous, Édouard Marier. Mobilisation en repli pour cette 10e journée contre la réforme des retraites. Plus de 2 millions de manifestants selon la CGT, 740 000 selon le gouvernement. Quelques heures à Paris en ce moment autour de la place de la Nation. Le ministre de l'Intérieur veut dissoudre la principale association d'opposants aux méga-bassines dans les Deux-Sèvres. L'une des principales, Gérald Darmanin, annonce avoir engagé la procédure contre soulèvement de la terre qu'il accuse d'être à l'origine des actions violentes samedi à Sainte-Soline. Une attaque au couteau au Portugal contre un centre musulman à Lisbonne. 2 personnes ont été tuées, une 3e a été blessée, l'assaillant a été interpellé. Perquisition importante dans 5 banques majeures en France. Elles sont soupçonnées de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Enquête ouverte il y a 2 ans par le parquet national financier suite à une combine fiscale qui aurait coûté 1 milliard d'euros au fisc. C'est une question qui agite les fédérations sportives, les gouvernements. Faut-il réintégrer les athlètes russes et biélorusses dans les compétitions internationales? Et en regardant à l'horizon, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le CIO, le Comité international olympique, se penchait sur le sujet aujourd'hui à Lausanne, en Suisse. Et Jérémy Lange, le Comité international olympique, a décidé de ne pas décider. Oui, la décision pour Paris 2024 sera prise en temps voulu, a dit le président du CIO, Thomas Bach, indépendamment des résultats des qualifications pour les Jeux qui sont sur le point de commencer dans tout un tas de sports. Mais le CIO ne veut pas se laisser dicter le tempo par les gouvernements et le mouvement olympique rejette toute interférence dans ses affaires internes. Si les gouvernements devaient décider quel athlète a le droit de participer ou non aux compétitions sportives, alors ce serait la fin du sport international tel que nous le connaissons. La charte olympique, rien que la charte olympique, donc le CIO ne veut pas trancher pour le moment et laisse la balle dans le camp des différentes fédérations. Ouais, alors le CIO ne tranche pas, mais ouvre quand même la porte à une possible réintégration des athlètes russes et biélorusses avant les Jeux. Oui, ce sont des recommandations seulement et le CIO apporte plusieurs conditions à un retour de ces athlètes. 1. Athletes with a Russian or a Belarusian passport. Premièrement, seuls les athlètes russes et biélorusses qui participent individuellement peuvent faire leur retour. Ça veut dire que les équipes nationales russes et biélorusses ne sont pas admises. Et 3. Les sportifs qui ont soutenu activement la guerre ne peuvent pas participer.
Alors même si ce sont des recommandations, encore une fois, le CIO de manière générale est plutôt sur une ligne d'ouverture depuis la guerre en Ukraine, ça s'entend quand Thomas Bach cite en large et en travers un rapport d'experts de l'ONU qui explique qu'exclure des sportifs en fonction de leur passeport est discriminant. Ça s'entend aussi quand il cite l'exemple des fédérations de tennis où les joueurs russes peuvent toujours prendre part aux compétitions internationales. Recommandation, pas obligation, donc à voir désormais comment les fédérations vont accueillir ce discours, sachant que certaines, comme celle d'athlétisme, ont décidé de maintenir l'exclusion quand la fédération d'escrime plaide plutôt pour la réintégration des athlètes russes et biélorusses. Jérémy Lange pour ces précisions. Dans 600 mètres, restez sur la file de gauche pour continuer sur N104. Direction l'Ukraine dans un monde d'avance ce soir, Jean-Marc Four, et plus précisément le grand monastère de la Laure des grottes de Kiev. Les moines qui l'occupent sont historiquement rattachés au patriarcat de Moscou, mais le pouvoir ukrainien entend Restez sur la file de gauche pour continuer sur N104. les faire partir. Il leur a donné jusqu'à demain pour quitter les lieux. Oui, et cette journée de demain s'annonce tendue dans... Continuez sur N104 pendant 23 km. Ce lieu saint de la religion chrétienne orthodoxe, c'est un lieu classé au patrimoine de l'humanité. Il faut imaginer un immense domaine de plus de 25 hectares, en partie troglodyte, avec de nombreux bâtiments souvent somptueux. Le tout surplombe le fleuve Dniepr au sud du centre de Kiev. Les premiers bâtiments ont été construits il y a 10 siècles. Pour de nombreux orthodoxes, c'est en fait le lieu le plus sacré au monde, un peu l'équivalent par exemple du mont du Temple pour les Juifs à Jérusalem. Les 500 personnes qui y résident, dont 200 moines, tous historiquement affiliés au patriarcat de Moscou, ont donc reçu l'ordre par le gouvernement ukrainien de partir d'ici à demain dernier délai. Les mouvements à l'entrée du domaine sont en fait déjà filtrés depuis plusieurs semaines. Je l'avais moi-même constaté à Kiev il y a un mois et ils sont désormais totalement contrôlés par les forces ukrainiennes. Quelques camionnettes de déménagement ont été aperçues ces derniers jours, mais plusieurs moines, comme le métropolite Pavlo, appellent à résister. Ils ont demandé aux fidèles de venir les soutenir pour défendre les lieux saints. Donc il n'est pas exclu que des affrontements se produisent demain et que les prêtres finissent par être expulsés manu militari. Que leur reproche le pouvoir ukrainien? En gros, d'être des agents de Moscou, une sorte de 5e colonne sur le sol ukrainien. En novembre dernier, les services ukrainiens avaient mené une perquisition dans les lieux. Ils affirment y avoir trouvé des passeports russes, de l'argent liquide, des ouvrages pro-russes. Ils soupçonnent donc le monastère d'être une base arrière pour les activistes pro-russes, de servir de plateforme de propagande pour Moscou. Les moines contestent totalement cette version des faits. Officiellement, ils ont même coupé les ponts avec Moscou, même si certains relaient toujours le discours russe sur la responsabilité occidentale dans la guerre. En tout cas, depuis cette perquisition, le pouvoir ukrainien a progressivement pris le contrôle de l'accès à la Laure des grottes de Kiev. Oui. C'est une petite histoire dans la grande, ça, Jean-Marc, et on en parle rarement. Il y a aussi une forme de guerre de religion dans le conflit. Oui, c'est l'un des aspects les plus méconnus et aussi les plus fascinants du conflit. La guerre en Ukraine n'est pas en soi une guerre de religion. Elle n'est pas déclenchée par la religion, mais elle possède, oui, une facette religieuse en raison tout simplement de la compétition entre les deux églises orthodoxes qui coexistent en Ukraine. L'église historique rattachée au patriarcat de Moscou et l'église autocéphale autonome qui en 2019 a quitté le giron de Moscou pour devenir affiliée au patriarcat de Constantinople, c'est-à-dire Istanbul. Cette rivalité entre les deux églises s'est renforcée avec le conflit, fatalement, a fortiori en raison des discours guerriers du patriarche de Moscou, Kirill. Vous savez, il est très lié à Vladimir Poutine, il juge l'agression russe légitime, il défend les visées expansionnistes de Moscou. L'instrumentalisation politique de la religion dans cette guerre, c'est donc d'abord le fait du Kremlin, mais on voit bien que désormais le pouvoir ukrainien a également décidé de répondre sur ce terrain, et c'est ainsi que se décide demain une journée très incertaine à Kiev. Jean-Marc Four, c'était un monde d'avance. France Info Météo, avec l'épargne constructive CIC. Parce que prendre en main son épargne, c'est aussi bien l'orienter. Beaucoup plus doux, mais encore nuageux. Le temps pour demain, Elodie Calac. Beaucoup de nuages au nord demain et des températures extrêmement douces. Le matin, il fera souvent 4 à 8 degrés à l'est, 7 à 11 en allant vers l'océan. L'après-midi, nette hausse partout, 16 degrés à Brest et à Nice, 18 à Lille, à Montpellier, 20 degrés à Besançon et Montélimar, 21 à Paris, à Nantes, 23 degrés à Clermont-Ferrand. Il fera 25 à Montauban, à Biarritz et 28 à Bordeaux ou à Tarbes. Sur la moitié nord jusqu'au nord des Alpes, le ciel sera encore très voilé. Il faudra composer avec quelques chutes de neige à haute altitude sur le nord des Alpes où le risque d'avalanche sera encore marqué.
Quelques gouttes du nord de la Seine au Grand Est le matin et quelques pluies aussi sur la Bretagne avec du vent et un coup de tonnerre possible dans l'après-midi. Le risque progressera sur l'ouest en soirée. Du sud-ouest au sud des Alpes, là le soleil l'emportera. Un petit peu voilé tout de même du nord de l'Aquitaine à l'Auvergne. Et puis patience autour de la Méditerranée. Le vent de sud apportera des nuages bas le matin mais ça ne durera pas. Elodie Calac, Météo France. Passez un très bon début de soirée à l'écoute de France Info. Il est presque 19h30. Toutes dernières infos, c'est avec vous Thomas Benech. 740 000 manifestants à travers la France selon le ministère de l'Intérieur, dont 93 000 à Paris, précise la préfecture de police. C'est moins que jeudi dernier à l'échelle nationale où plus d'1 million de personnes étaient descendues dans la rue pour dire non à la réforme des retraites. La CGT, elle, a compté plus de 2 millions de manifestants aujourd'hui à travers notre pays. À Paris, Rennes, Nantes, des tensions ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Nous saisissons la proposition de se parler, mais directement, nul besoin de médiation, c'est ce qu'indique le porte-parole du gouvernement aujourd'hui lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Réponse au patron de la CFDT, Laurent Berger, qui propose depuis ce matin la nomination d'un médiateur pour tenter d'apaiser cette colère autour de la réforme des retraites et l'opposition unanime des syndicats à ce texte. La mobilisation a donc un peu fléchi aujourd'hui à Paris. Le mouvement de grève des éboueurs est lui suspendu, c'est ce qu'a annoncé cet après-midi la CGT. Suspendu faute de grévistes, Alain Gastal. Nous suspendons la grève car nous n'avons presque plus de grévistes, c'est ce que reconnaît dans un communiqué la Fédération des déchets et de l'assainissement de la CGT. Une grève qui se termine donc à Paris, elle avait commencé pour les éboueurs le 6 mars, elle se terminera dans les arrondissements desservis par la régie municipale où la reprise se discernait déjà depuis quelques jours. Elle se termine aussi dans le privé, dans les arrondissements desservis par les sociétés privées après un dernier baroud d'honneur sous forme d'appel à la grève dans les sociétés Pizzorno et de Richebourg. La reprise devrait donc être effective dès demain mercredi, mais il faudra quand même plusieurs jours pour résorber les 7000 tonnes de déchets qui s'accumulent dans les rues de Paris. Il y en a eu jusqu'à 10 000 tonnes au plus fort de la crise. Attention toutefois, les salariés des usines d'incinération de Saint-Ouen, Ivry et ici les Moulineaux restent en grève, mais ces 3 usines sont en cours de redémarrage avec du personnel requis, malgré ça et là quelques barrages filtrants ou quelques opérations ponctuelles de blocage qui visent à retarder les opérations. Alain Gastal pour France Info. Le ministre de l'Intérieur engage le processus de dissolution du collectif Soulèvement de la Terre. C'est l'un des organisateurs de la manifestation de samedi contre les bassines, ces retenues d'eau à usage agricole. La mobilisation à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres contre ces bassines a été émaillée de violents incidents. Il appelle à des rassemblements jeudi à 19h devant les préfectures du pays. Parmi les 2 manifestants dont le pronostic vital était engagé, bien l'un d'eux n'est plus que dans le coma, si je puis dire. La guerre en Ukraine et cette déclaration du ministère russe de la Défense. Moscou affirme avoir abattu une roquette américaine de longue portée, preuve que ce type d'arme a été livré à Kiev. Par ailleurs, un tribunal russe a aujourd'hui condamné à 2 ans de prison un homme accusé d'avoir critiqué l'offensive contre l'Ukraine. Il s'est vu retirer la garde de sa fille à cause d'un dessin anti-guerre réalisé par son enfant. La recommandation du Comité international olympique de permettre la réintégration des sportifs russes et biélorusses dans les compétitions internationales qualifiées de discriminatoires par la Russie. Des critères sont en effet fixés pour cette réintégration. Il faut que les athlètes concourent sous bannière neutre à titre individuel et qu'ils n'aient pas soutenu la guerre en Ukraine. La Pologne parle de son côté d'un jour de honte pour le CIO. Thomas Benech pour l'info. Encore des centaines d'actions de cortèges partout en France contre la réforme des retraites. Une 10e journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale avec un cortège parisien qui est arrivé à son terme, place de la Nation. On y retrouve Agathe Maheuet. Cortège parisien où la CGT revendique 450 000 participants. La préfecture de police en a dénombré 93 000. Agathe, c'est un peu moins que jeudi dernier, mais ça reste une affluence très importante. La 2e depuis le début des manifestations au mois de janvier. Est-ce que cette manifestation se disperse à présent ?
Eh bien, la dispersion a commencé, en tout cas depuis une vingtaine de minutes maintenant, puisque c'est vrai que des centaines de manifestants étaient restés positionnés sur cette grande place de l'Est parisien après la fin du cortège syndical. Alors, c'était calme au tout début, là ça se tend clairement avec les policiers qui, pour disperser, chargent, tirent aussi des gaz lacrymogènes, et puis toujours des centaines de personnes qui restent là et leur font face. Et ces tensions ce soir rappellent en fait quelques scènes un petit peu plus tôt dans l'après-midi, boulevard Voltaire tout à l'heure, où on a pu voir des feux de poubelle et ces premières tensions. Déjà, les forces de l'ordre étaient intervenues tout à l'heure pour encadrer les manifestants. Quel moyen on a de faire entendre? On n'a aucun moyen de se faire entendre. La seule solution, c'est pas des manifestations. C'est la 10e journée de manifestation et ça bouge pas d'un iota. Au niveau du gouvernement, ça bouge pas. Donc quelle est l'autre solution qu'on a? La violence, malheureusement. Et donc il y a de plus en plus de personnes qui au départ sont pacifistes et qui en ont ras-le-bol et qui sont prêtes à tout casser. C'est malheureux d'en arriver là. On dit qu'on est en démocratie. Si véritablement on est en démocratie, mettons en place un référendum. Et c'est les citoyens qui décideront pour savoir si on met en place la réforme des retraites ou pas. C'est pas le cas aujourd'hui. Arnaud, lui, il est enseignant, il explique que lui-même n'est pas violent, mais que c'est cette situation qui pousse chacun à aller plus loin, disons. Mais il faut dire quand même, Nicolas, que d'abord la manifestation s'est déroulée ici de façon un petit peu plus calme que la semaine dernière à Paris, et puis surtout l'essentiel du cortège, lui, était pacifique et tranquille cet après-midi. Agathe, c'est la 10e fois déjà que les opposants à la réforme manifestent dans les rues des villes de France et de Paris. Comment est-ce que ces manifestants envisagent la suite ? Bon, c'est difficile de se projeter forcément. Alors sans doute que les gens étaient un petit peu moins nombreux aujourd'hui. Vous le disiez, les chiffres semblent l'indiquer. Pourtant, la foule reste très visible là dans les rues de Paris. Et puis on sent que les manifestants de tous âges en fait restent vraiment motivés, déterminés. Certains en sont à leur 10e journée d'action, d'autres à leur 2e journée seulement. Il y a encore quelques nouveaux venus dans la mobilisation et beaucoup disent mais bien sûr qu'on va poursuivre cette contestation de la réforme, même si ce qui pousse certains dans la rue désormais ce n'est plus seulement la réforme des retraites en elle-même, mais aussi et peut-être surtout désormais le mépris du gouvernement et la méthode choisie par le gouvernement pour faire passer cette réforme, le gouvernement qui ne nous entend pas, voilà ce que disent beaucoup de manifestants qui ont bien l'intention effectivement de continuer à se mobiliser. Agathe Maheuet, place de la Nation à Paris à l'issue de ce cortège parisien contre la réforme des retraites. Un programme anti-embouteillage. C'est ainsi que la métropole européenne de Lille présente l'éco-bonus qu'elle met en place avec des préinscriptions pour les volontaires qui commenceront dès lundi. Cet éco-bonus, c'est en fait une première en France, un péage positif selon l'expression qui doit permettre de fluidifier le trafic en rémunérant des automobilistes volontaires quand ils renoncent à effectuer aux heures de pointe leur trajet habituel en voiture sur des trajets où les embouteillages sont quotidiens. Comment est-ce que ça va fonctionner concrètement, Odile Sonnellard ? Dès lundi, les automobilistes qui empruntent quotidiennement les autoroutes A1 et A23 vers Lille entre 7h et 9h et dans le sens sortant entre 16h30 et 18h30 pourront se porter candidats en s'inscrivant sur un site internet dédié. De mai à juin, des caméras installées sur ces autoroutes vont vérifier qu'ils font bien ces trajets quotidiens et à partir de septembre, les volontaires qui renonceront à leur trajet habituel le signaleront à chaque fois dans l'application et ils diront pourquoi d'autres ils ont opté, télétravail, transport en commun ou trajet en dehors des heures de pointe par exemple. Ils seront rémunérés de 2 € par trajet auquel ils ont renoncé dans la limite de 80 € par mois. Pour cela, ils devront accepter d'être géolocalisés via l'application, ce qui permettra de contrôler leur déclaration. La métropole européenne de Lille espère recruter 5000 volontaires et faire ainsi baisser le trafic de 6 à 10%. Odile Sonnellard pour ses précisions. Voiture, toujours avec les 27 États membres de l'Union européenne
qui ont approuvé définitivement aujourd'hui la législation qui interdit les ventes de voitures neuves émettant du CO2 à partir de 2035, mesure centrale du plan climat des 27. Le vote intervient 3 semaines après la date initialement prévue, en raison notamment de l'opposition de dernière minute du ministère allemand des Transports. Sébastien Baer est à Berlin. La Commission européenne et l'Allemagne sont finalement parvenus à un accord, Sébastien. Oui, Berlin ne voulait pas d'une interdiction totale, pas question de tourner définitivement et complètement la page des voitures à moteur thermique, car plusieurs constructeurs automobiles allemands, dont Porsche, planchent en ce moment sur des alternatives, des modèles de voitures en cours de développement, donc, qui fonctionnent avec des carburants de synthèse. In extremis, après avoir bloqué le texte au début du mois de mars, le ministre des Transports allemand a donc obtenu cette concession de la part de la Commission européenne. Les voitures à moteur à combustion qui fonctionneront uniquement avec des carburants de synthèse, appelés aussi carburants, seront exemptées de l'interdiction qui entrera en vigueur en 2035. Elles pourront donc toujours être vendues. C'est cette garantie, ce feu vert que l'Allemagne voulait obtenir à Bruxelles. Sébastien, de quoi s'agit-il précisément? Comment sont fabriqués ces carburants de synthèse? Cette nouvelle technologie est présentée comme quasiment neutre en émissions de dioxyde de carbone. Elle consiste à produire du carburant sans pétrole, simplement à partir du CO2 dégagé par l'industrie, en le combinant avec de l'hydrogène, produit lui à partir d'électricité renouvelable. Alors je vous parlais de Porsche qui investit énormément pour développer cette technologie. Le groupe a construit une usine pilote au Chili pour profiter des vents très forts et produire de l'électricité décarbonée. Porsche compte ainsi produire environ 130 000 litres de carburant par an dans un premier temps. Pour la filière automobile qui travaille sur le sujet, les carburants de synthèse sont vus en tout cas comme une possibilité de prolonger l'utilisation des moteurs thermiques au-delà de 2035. Et ce qu'il faut dire aussi, Sébastien, c'est qu'il y a des doutes sur... Dans 3 km, prendre la sortie A10, E5 en direction de Chartres, Nantes. L'intérêt réel de ces carburants artificiels. Oui, cette technologie est contestée notamment par les ONG de protection de l'environnement qui la jugent à la fois coûteuse, énergivore et polluante, car si ces carburants sont neutres en carbone, ils émettent toujours des dioxydes d'azote et des particules cancérigènes. Et puis sera-t-il possible, par exemple, de les produire à grande échelle? C'est toute la question. Rien ne garantit donc que cette technologie sera à terme réellement rentable. D'après de nombreux experts, les e-carburants ont d'ailleurs peu de chances de s'imposer sur le marché. Ils ne concerneraient dans le meilleur des cas qu'une minorité de véhicules, des véhicules de luxe. Pour certains, ces carburants sont carrément une mauvaise idée, car ils n'auront qu'un effet, retarder les investissements dans l'électrification des véhicules. Sébastien Baer pour ses précisions, correspondant de France Info à Berlin. France Info, 17h, 20h, Nicolas Teillard. Et les toutes dernières infos de ce début de soirée à 19h40, c'est sur votre fil info, Thomas Bénèche. Il n'y a plus qu'un manifestant sur 2 dont le pronostic vital est engagé. En l'occurrence, il s'agit d'un Toulousain de 32 ans, fiché S depuis 2010, selon les informations recueillies par France Info. Cet homme est considéré comme appartenant à l'ultra-gauche et il a participé samedi dernier à la manifestation contre les bassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Les bassines, c'est retenue d'eau pour les cultures agricoles. Le maintien de l'ordre a-t-il été proportionné à Sainte-Soline? Le ministre de l'Intérieur sera... Dans 600 mètres, prendre la sortie A10, E5 en direction de Chartres, Nantes. A auditionné à ce sujet la semaine prochaine par la commission des lois de l'Assemblée nationale. On ne connaît pas encore avec précision la date de cette audition. Plus de 2 millions de manifestants en France selon la CGT, 740 000 selon le ministère de l'Intérieur. Voici les... Prendre la sortie A10. Chiffre de la participation aux manifestations contre la réforme des retraites. Dans la capitale, le cortège est arrivé place de la Nation. Il y a eu... Continuer sur A10 pendant 4 km. Quelques heures, des heures également observées à Nantes, Saint-Nazaire ou bien encore Rennes. En Birmanie, la junte au pouvoir dissout le parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie. Il avait remporté les élections législatives de 2015 et 2020. Aung San Suu Kyi est actuellement en détention après des condamnations dans une série de procès à huis clos. France Info.
C'est une fraude fiscale géante qui est soupçonnée chez plusieurs des plus grandes banques françaises. Des perquisitions ont visé ce midi 5 établissements bancaires à Paris et dans le quartier de la Défense avec des moyens de perquisition sans précédent qui ont été déployés. 16 magistrats du parquet national financier et 150 enquêteurs du service d'enquête judiciaire des finances. Yannick Falt. Dans 3 kilomètres, prendre la sortie. Les 5 sociétés sont donc la Société Générale et BNP Paribas, mais aussi l'une de ses filiales, Exane, le géant britannique HSBC et Natixis, filiale du groupe BPCE. 5 établissements bancaires soupçonnés de fraude fiscale par le PNF qui a débuté ses investigations il y a plus de 15 mois. Une vaste enquête et un nom de code, Cum, nom de la pratique utilisée pour éviter de payer l'impôt sur les dividendes. Concrètement, les actionnaires étrangers d'une société cotée en France transfèrent temporairement leurs titres à un établissement bancaire. Au moment où l'impôt est censé être prélevé à la source, les banques, elles, sont soupçonnées de jouer le rôle d'intermédiaire dans ce tour de passe-passe et de se rémunérer en prélevant une commission. Les perquisitions qui ont débuté à 9h30 ce matin devraient durer toute la journée selon une source proche à France Info. Elles sont conduites par 16 magistrats qui coordonnent le travail de 160 enquêteurs. C'est la plus grosse opération jamais menée par le parquet national financier. Bonsoir Emmanuel Auriol. Bonsoir. Professeur à l'école d'économie de Toulouse, est-ce que vous pouvez nous décrire cette pratique mise en cause dite du cum? Excusez-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu complètement votre question. Est-ce que vous pouvez nous décrire la pratique qui est mise en cause? Oui, donc le cum, il y a le cum et le cumex. Alors cum c'est avec en latin. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que quand on détient des actions, comme par exemple on en détient dans le PEA, on touche des dividendes parce que c'est une part de propriété de l'entreprise et donc quand l'entreprise distribue des bénéfices. Dans 600 mètres, prendre la sortie. Ceux qui nous arrivons à l'ère de Limoux. Touchent ces bénéfices sous la forme de dividendes. Alors, on est bien sûr imposé sur ces revenus, et quand on est français, ça apparaît sur notre fiche d'imposition. Mais quand on est étranger, on échappe à l'impôt de prendre la sortie, puis continuer tout droit. Revenu français. Limoux-Janvry. L'ère de Limoux-Janvry. Du coup, il y a un prélèvement forfaitaire. Pour échapper, continuez tout droit, puis votre destination se trouvera sur la gauche. À cet impôt, ils ont monté une manip où la veille ou le jour où ces dividendes vont être perçus, l'action est temporairement tournée à droite, vendue à, par exemple, une banque française. Donc, dans 150 mètres, tournez à gauche. Qui n'est pas soumis à cet impôt forfaitaire et cette banque prélève au passage une commission et renvoie à l'issue de cette période d'imposition forfaitaire l'action et son dividende à l'investisseur qui est fiscalement étranger. Donc évidemment ces investisseurs ne risquent rien ou quasiment rien et c'est pour ça que le gouvernement se tourne vers ces banques qui très clairement fraudent le fisc français. Très clairement, ça peut n'avoir aucun autre